بخشش ذاك وسوذا موظين ذاك وجير وريالي Soyez tous les bienvenus sur Entre là, le podcast qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe encore cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main. L'infinie richesse est dans nos liens. Et cette richesse-là, cette immensité-là, que j'ai envie avec vous de révéler et de partager. Mouna Aoun est présidente de KissKissBankBank, entreprise de financement participatif et pas seulement, filiale de La Poste. L'entretien que vous vous apprêtez à écouter a été mené en 2 temps. Lors du premier, Mouna n'était pas encore officiellement présidente. Le passage de relais était en cours. Elle s'est donc présentée comme secrétaire générale. Le rêve de KissKissBankBank a toute sa place dans le podcast car le crowdfunding et les autres solutions portées par l'entreprise favorisent les liens entre les humains sur les territoires pour financer des projets de l'économie réelle qui n'auraient pas pu prendre forme autrement. Ces projets permettent d'agir concrètement dans le monde, de s'engager dans ce qui nous tient à cœur avec les moyens qui sont les nôtres, même à hauteur de gouttes d'eau. Ensemble, vous le savez, ces gouttes d'eau font des rivières qui plongent dans l'océan. Avec Mouna, nous allons parler du monde qui change vers le meilleur. Nous allons voir ensemble comment les entreprises sont de fabuleux espaces de changement sociétal. Nous allons parler d'entreprises régénératives, de comment on fait bouger les lignes, comment à la prise de conscience, on fait succéder la formation, la conception de nouveaux business models, l'éco-conception et puis le déploiement de solutions qui sont vraiment intéressantes dans chacun des domaines de nos vies et pour la Terre. Nous allons voir aussi comment on pourrait remettre en cause le PIB et puis quelle est la part contributive des individus qui permet l'équilibre de la société. Puis cet épisode vous donner envie de vous engager dans des entreprises qui soient en cohérence avec vos valeurs pour réaliser que votre capacité d'action est bien plus grande que ce que vous croyez. Bonne écoute, cher auditeur, cet épisode est pour toi. Entre là! Bonjour Mouna, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler de crowdfunding et de comment le crowdfunding contribue à changer le monde et faire advenir celui qu'on a envie de voir venir. Est-ce que pour commencer, vous voulez nous dire qui vous êtes, Mouna ? Bonjour Gaëlle, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Je suis donc Mouna Aoun, secrétaire générale de KissKissBankBank & Co, qui est constituée de 5 entités, filiales de la Banque Postale, et on se dénomme le pôle de Crowd for Good de la Banque Postale. J'ai 47 ans depuis hier. Eh bien, très bon anniversaire à vous, Mouna. J'ai une formation d'historienne spécialisée dans l'Orient musulman médiéval. Je ne me suis jamais réellement posé la question de quel était mon métier, puisque j'ai plutôt été mue par les opportunités et l'envie de faire avancer les choses et d'apprendre des choses et des métiers. Donc si je devais résumer mon parcours avec du recul, je dirais que je suis une dirigeante à impact ou une change maker for good. J'ai commencé ma carrière professionnelle en 2000 et donc on est 2023, donc 23 ans, mue par une volonté d'être utile, de créer des ponts et beaucoup de curiosité intellectuelle. Je n'ai pas le sentiment d'avoir un métier dans les mains, mais plusieurs. Et finalement, la période qu'on traverse montre qu'il faut avoir cette agilité intellectuelle pour remettre sur l'ouvrage ses compétences, ses envies, pour avoir un métier qui colle aux aspirations du moment. C'est vrai qu'on est dans une période où on a besoin de faire des ponts. C'est sans doute de là, que vont émerger un certain nombre de solutions. Et c'est sans doute aussi ce qui nous manque souvent quand on est chacun confronté à nos propres ornières. On va parler des projets que vous menez au sein de KissKissBankBank, de l'impact qu'ils ont, de comment ils contribuent à faire advenir ce monde souhaitable. Avant ça, pour ceux d'entre nous qui ne connaîtraient pas encore bien le groupe KissKissBankBank, est-ce que vous voulez
retracer votre activité et puis les différentes entités qui composent votre groupe. Alors aujourd'hui, donc, je suis secrétaire générale de la filiale de la Banque Postale KissKissBank Bank & Co. Donc KissKissBank Bank & Co réunit 5 entités. KissKissBank Bank, spécialiste pionnier du crowdfunding en France, généraliste. Lendopolis, qui a été créé par KissKissBank Bank et qui fait du crowdlending dans des énergies renouvelables, donc qui permet à des particuliers d'investir dans des parcs photovoltaïques, éoliens, biogaz. Troisième entité, c'est Goodid, qui a inventé la publicité solidaire et qui permet à des annonceurs de reverser des sous à des projets associatifs via la publicité. Microdon, qui a inventé l'arrondi en caisse, l'arrondi sur salaire, et qui permet, au travers de cet arrondi, de financer des associations. Et YouMatter, qui est un média et un organisme de formation autour des sujets de la transition juste, sociale, sociétale et environnementale. Ça constitue un pôle de 120 personnes au service du For Good. Et c'est ce pôle de Crowd for Good que je dirige en tant que secrétaire générale avec 4 grandes missions, la stratégie, et donc construire la pérennité de ce pôle complémentaire à l'activité de la Banque Postale, qui est une banque qui permet de financer des projets et de faire fructifier l'épargne de ses clients. Et nous, on est un mode de financement complémentaire à l'économie réelle. Ensuite, une deuxième mission qui est créer des synergies avec la Banque Postale, le groupe La Poste, la Caisse des dépôts, faire en sorte que KissKissBank Bank & Co trouve toute sa place au sein de la Banque Postale et du groupe La Poste. Et puis après, des missions plus opérationnelles au sein de KissKissBank Bank & Co, notamment les ressources humaines, puisque les entités ont rejoint le pôle à des moments différents et donc il faut accompagner les collaborateurs, les hommes et les femmes, dans la constitution de ce pôle. Il y a énormément de projets qui ont vu le jour, qui ont été menés. Est-ce que vous pourriez nous en partager quelques-uns qui vous ont peut-être particulièrement touché, marqué, Mouna ? Il y en a plein des projets. Pour résumer, au travers de nos 5 solutions, donc on a des solutions très concrètes de financement de l'innovation, de l'entrepreneuriat, du développement des territoires. Donc sur KissKiss, par exemple, on a financé des jardins au plus près des territoires. On l'a fait du côté de Besançon, à Bordeaux. On a financé des musées pour des collections, enrichir des collections. Pendant le Covid, on a participé en vendant des billets d'entrée dans des parcs ou des restaurants. Donc c'est très résilient et c'est très inspirant. Et ça permet, une fois encore, aux citoyens d'agir et de mettre en œuvre, mettre en action leur citoyenneté. Par ailleurs, avec Goodid et Microdon, aussi avec KissKiss, on finance le monde associatif. Donc le monde associatif, il y a 2 modes de financement possibles grâce à nos solutions. Soit financer des associations au global, et donc c'est la solution Microdon, l'arrondi en caisse, l'arrondi sur salaire. Et à travers Goodid et KissKissBank Bank, on finance des projets très précis. Et là, l'idée, c'est vraiment de donner à voir au grand public ce que font très concrètement sur le terrain, en France ou à l'international, ces associations. Et donc, le côté concret, de mon point de vue, c'est ce que chaque citoyen attend. Parce que le citoyen a besoin de se réengager, de comprendre très concrètement comment il peut activer sa citoyenneté, activer son engagement citoyen. Parce que il a besoin et il a envie d'agir. L'État-providence ne pourra pas tout faire, ne peut plus tout faire. Le citoyen ne comprend pas toujours, quand il paye des impôts, à quoi ça sert très concrètement. Cette culture de la citoyenneté se délite parfois, fort de contingences économiques, faute d'envie, d'aspiration ou de doute sur la parole politique.
Et donc, ces solutions permettent aux citoyens de se dire: je vais contribuer et du coup, je me réengage. Comment je peux me réengager? Et nous, nos solutions, notre vision des choses, c'est que on donne la possibilité à tout à chacun, citoyen, en B2B ou en B2C, de s'engager très concrètement et de savoir dans quoi il contribue. D'ailleurs, dans la contribution, l'engagement, il y a énormément de choses qui ne sont pas du tout monétisées. C'est une économie au sens propre du mot économie, au service des humains, mais qui ne passe pas par de l'argent. Alors, je crois que vous êtes intéressé aussi à toute cette activité qui est d'activité d'engagement et qui est même de l'activité d'engagement citoyen, Mouna. La part contributive au bien commun ne se mesure pas uniquement à ce que l'on peut donner à une association ou contribuer à des projets de crowdfunding. La part contributive se mesure à autant d'attention qu'on peut avoir pour ses voisins, pour les personnes âgées, les courses qu'on peut faire pour sa voisine ou les personnes de sa famille. Le temps des aidants, par exemple, est très important et c'est une charge mentale significative. Le temps qu'on passe aussi à accompagner nos enfants, à chercher des renseignements pour une nièce ou un neveu. C'est ce que j'appelle la part contributive. Et je fais partie d'un collectif qui s'appelle l'Initiative contributive et qui cherche à mesurer ça et le révéler pour montrer que c'est facteur de lien social et que d'une certaine façon, cette part contributive permet l'équilibre de la société. Et ça fait partie, de mon point de vue, de notre taux d'engagement citoyen. Et on devrait pouvoir le mesurer pour le révéler et pour montrer qu'en fait, notre productivité économique devrait s'additionner à notre productivité de lien social. Le travail des femmes dans cet engagement, dans cette contribution doit être conséquent. Il y a des études qui ont été menées sur le sujet. Oui, alors il y a une première étude qui a été menée par Carole Lipsick, qui est à l'initiative de ce mouvement de l'initiative contributive. Et elle a mesuré qu'en fait, cette part contributive est supérieure au PIB en France. Puisque justement, il faut additionner des choses qui sont invisibles. Et effectivement, le travail des femmes et la contribution féminine est assez significative. Et puis ça donne tellement envie de mesurer autre chose que le PIB, qui dit tellement pas la valeur réelle qui est apportée par chacun. Alors c'est aussi un sujet sur lequel on est très intéressé chez KissKissBankBank & Co. Éloi Laurent a travaillé là-dessus également. Donc la remise en cause du PIB, s'inspirer du Bhoutan, le taux de bonheur par habitant. Et effectivement, le taux d'engagement citoyen était aussi une façon de contribuer à réinventer le PIB en France. Le sujet est sur la table et intéresse un certain nombre d'économistes, de chercheurs, de philosophes. Après, on a beaucoup de goût de la mesure et donc du coup, qu'est-ce qui est mesurable, qu'est-ce qui est mesuré, qu'est-ce qui est fiable dans cette mesure, qu'est-ce qui est déclaratif ou contrôlable. Enfin, c'est tous ces sujets qui sont un peu compliqués. Mais je pense que ça nourrirait l'enthousiasme des citoyens que de se dire que cette part-là est prise en compte et reconnue. Oui, donc cette mesure non financière, extra-financière, elle permettrait de rééquilibrer la manière dont on perçoit la contribution d'une personne à l'équilibre d'une famille, d'un village. Tout à fait. En faisant ça, on travaille également sur la baisse du ressentiment ou de l'amertume et surtout, on travaille aussi sur la satisfaction et le bonheur individuel et collectif. Et de toute façon, la nature humaine est faite pour développer les solidarités. Et développer les solidarités, c'est passer du temps très concret auprès des uns et des autres, quoi. Mais c'est un sujet absolument passionnant. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet. J'adorerais que ce sujet soit vraiment porté, quoi. Vous me faites penser au travail de l'anthropologue Margaret Mead. Il y a une de ses étudiantes qui lui avait dit « Mais Margaret, comment est-ce qu'on reconnaît le démarrage, le début d'une civilisation ? C'est quoi les signes, en fait ?» Et elle s'attendait que Margaret lui dise c'est des pots, une façon d'enterrer les humains, etc. Et Margaret Mead avait dit « Non, c'est pas du tout ça, en fait.
le début d'une civilisation, le marqueur, c'est un fémur cassé guéri. Parce que ça veut dire que quelqu'un a été blessé très gravement, que quelqu'un d'autre l'a pris en charge, l'a porté, l'a mis en sécurité, l'a nourri, a pris soin de lui ou d'elle jusqu'à ce qu'il puisse marcher à nouveau. Et ça a pris du temps. Et donc ça, c'est la base de la civilisation. Ça veut dire que la civilisation, c'est vraiment l'entraide. Exactement. On a reçu sur ce podcast Olivier Frérot qui parlait du fait qu'on serait dans un changement de civilisation. Et donc, on est dans ce chaos d'entre-deux civilisations avec une civilisation de la vie qui serait en train d'émerger, une civilisation qui fonctionnerait avec beaucoup plus d'intelligence relationnelle, qui mettrait le poids bien plus sur les relations que sur l'argent. L'avenir nous dira s'il a raison. C'est quoi votre vision du monde à vous, votre vision du monde actuel et puis peut-être votre rêve pour demain, dans le sens que vous voulez? Si je devais résumer ma vision de l'époque qu'on traverse, j'utiliserais un seul mot, c'est transition. On est en phase de transition. Et transition, ça révèle une formidable opportunité de faire puissamment différemment et en même temps un grand danger. Et en ce moment, moi, je ressens les deux. Autant post-Covid, tous les médias expliquaient et utilisaient le terme du le monde de demain, différent du monde d'avant. Et donc, on s'inscrivait dans une rupture parce que le Covid a été une rupture mondiale. Beaucoup se sont mobilisés et beaucoup dans les discours, on a dit que le monde de demain serait différent et que cette rupture s'inscrirait justement dans une économie, un mode de fonctionnement totalement différent. Le télétravail en est une trace, mais pas que. Et donc ça a bougé. Mais depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, et très probablement inspiré et impulsé et conséquence de la guerre en Ukraine, j'ai le sentiment que le monde d'avant revient très fort parce que quand une guerre se déclenche, les forces en présence se remobilisent de façon un peu différente, parce que l'inflation fait que cette formulation fin de mois versus fin du monde, c'est la fin de mois qui prime. Et donc ça peut reposer la question de l'engagement citoyen. Je pense que l'engagement citoyen est quelque chose qu'il faut faire résonner chez chacun d'entre nous à sa mesure. C'est un sujet assez vaste, l'engagement citoyen, parce que ça va de ce que l'on fait pour faire naître un vivre ensemble ou pour créer des cohésions sociales, intergénérationnelles. Et puis, ça, c'est un sujet assez classique, mais il y a un nouveau sujet qui est apparu depuis quelques années, en tout cas, qui implique des cercles plus nombreux et plus concernés, y compris les jeunes, c'est la problématique climatique. Donc, en général, on évoque ça sous un triptyque, les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Et je pense profondément que chaque citoyen a envie de donner sa part, mais ne sait pas forcément comment donner sa part. J'utilise le vocable de la part parce que c'est le symbole du colibri, comment donner sa part, comment le colibri a un incendie, il prend dans son bec une goutte et il éteint l'incendie avec son bec, parce que en fonction de sa taille, il ne peut qu'apporter sa goutte, mais sa goutte est contributive. Et donc cette notion de contribution et de prendre sa part, je pense que chaque citoyen, quel que soit son âge, quelles que soient ses origines, a besoin de donner sa part et ne sait pas comment le faire. Et donc cette part, je la définis comme l'engagement citoyen. Et donc ma conviction, c'est qu'il faut aider, décrypter, vulgariser, simplifier la contribution de tout à chacun à l'engagement citoyen. Et pour ce faire, il y a de nombreux rôles modèles qui existent et qui ne sont pas complètement connus. Il existe aussi différentes solutions et puis il y a l'envie, redonner l'envie d'avoir envie de contribuer, ne pas attendre complètement, systématiquement que l'État-providence le fasse. Les impôts, et c'est la richesse de la société française, on collecte l'impôt justement pour l'intérêt général, mais d'une certaine façon, cet intérêt général et au travers de l'impôt, ça s'est institutionnalisé et la part contributive de chaque concitoyen, c'est perdu ou on a l'impression qu'on les voit plus.
Et donc, cette somme de solutions contributives, cette somme de solutions à l'engagement citoyen, c'est vraiment le fer de lance de la société qu'on a créée, KissKissBankBank & Co. C'est le fer de lance évidemment du groupe La Poste et de la Banque Postale. Donc voilà, ma conviction, c'est vraiment qu'il faut donner les moyens à tout à chacun de prendre sa part, de contribuer à l'intérêt général en donnant du temps, en donnant de l'argent, en faisant des dons en nature, en éveillant les consciences à changer ses comportements face à la transition écologique, énergétique, se rendre compte que nos modes d'éducation ou notre culture a généré des biais cognitifs qui fait qu'on pense être inclusif et en fait on l'est pas complètement vis-à-vis des minorités, vis-à-vis des personnes qui sont en situation de handicap. Les biais cognitifs, par définition, c'est quelque chose qui est en mode automatique dans notre cerveau et en fait on s'en rend pas compte. Et quand on nous éveille sur ces sujets, eh ben, on se rend compte que on peut faire changer les choses. Très longue réponse pour une question majeure. Et c'est vrai qu'on a tous absolument besoin d'être utiles. Et puis si on se sent pas utile et qu'on sent qu'il y a des enjeux majeurs en face de nous, on se sent impuissant. Et si on reste dans l'impuissance, effectivement, on ne fait plus rien. Et on attend, et c'est une émotion qui est l'une des pires à vivre. Effectivement, on a du mal à voir chacun la réalité en fait des choses et des perspectives. Et c'est vrai qu'il y a effectivement tous ces biais. Vous parliez de rôle modèle. Est-ce que vous pouvez préciser de quoi il s'agit ? Les rôles modèles, c'est assez clé. C'est une mécanique qui nous permet de se projeter dans des actions de personnes qui nous inspirent et qui nous donnent l'envie d'agir et de bouger. Donc, on fait résonner l'émotion, et l'émotion, c'est mettre en mouvement. Donc, les rôles modèles, ça aide à ça. Rôles modèles féministes tels que Simone Veil. Enfin, ce qui est important, c'est que c'est la mesure de ces rôles modèles, en fait. Quand ils sont trop hauts, en fait. Donc, ils ne sont pas à notre portée. Et des héros et des héroïnes du quotidien sur différents sujets sociaux, sociétaux et environnementaux, ils existent partout, dans notre commune, dans notre immeuble, dans notre région, dans notre pays. Ces rôles modèles me semblent éminemment importants pour que des petites filles et des petits garçons se disent je vais faire des grandes choses demain. C'est intéressant, par exemple, de savoir que le monde imaginaire et les rôles modèles d'Elon Musk, c'est la science-fiction, et c'est pas anodin qu'il nous propose de vivre dans Mars. Parce que petit, ces rôles modèles, c'est très probablement des héros de science-fiction. Cyril Dion dit beaucoup qu'il faut réinventer les imaginaires de tout à chacun. C'est vrai que quand on parle de science-fiction et quand on parle d'avenir, en tout cas ma génération, l'imaginaire, c'est des mangas japonais, et c'est forcément le futur et très noir, très mécanique, sans nature et guerrier. Quoi, notre avenir ne serait pas un peu différent, sans être dans l'imaginaire purement peace and love, mais pourquoi pas, en fait. En tout cas, l'idée de communion avec la nature, tout ce qui est biomimétisme qui, du coup, nous permet de ne pas vivre à côté de la nature, mais avec la nature. Et puis, s'enrichir des différences et de l'altérité de tout à chacun. Voilà. Vous utilisez ces rôles modèles dans la communication de KissKissBankBank ? En mettant en avant des personnes un peu du quotidien qui font des choses ? Oui, bien sûr, beaucoup au travers des différentes solutions de KissKissBankBank & Co, à commencer par la plateforme de financement participatif KissKissBankBank, puisqu'en soi, d'abord, c'est le but même du crowdfunding que de dire vous avez une idée, lancez-vous et vous allez mobiliser votre communauté qui va vous soutenir. Et donc, présenter sa campagne pour un nouveau média, pour l'ouverture d'un restaurant un peu différent. En soi, le porteur de projet devient rôle modèle et il mobilise sa communauté autour de son exemplarité ou de son projet. Donc, et surtout, c'est une fois encore à hauteur d'homme, à hauteur d'un territoire. Donc oui, les rôles modèles sont éminemment importants. On peut donner d'autres exemples. Sakina Emsa, qui fait de la mode ethnique et inclusive, s'est lancée aussi sur KissKiss, et c'est une grande créatrice maintenant. Donc elle donne à voir qu'une créatrice de mode issue
de minorité est en capacité d'être une créatrice de mode. Les rôles modèles, pour moi, sont très importants parce que, du coup, ça évite de stéréotyper. Voilà. Et après, chacune de nos solutions inspirantes de KissKissBankBank Co sont en soi des rôles modèles. L'offre de l'Endopolis qui propose d'investir dans des parcs photovoltaïques, éoliens, biogaz sur le territoire permet de se dire: je peux mettre de l'argent de côté et le faire fructifier pour autre chose qu'une performance calquée sur le CAC 40, et avoir un impact et participer à ma mesure au changement du mix énergétique en France. Et donc, en permettant à des personnes de lancer des activités qu'elles n'auraient pas pu lancer autrement, en mettant en avant peut-être d'autres personnalités inspirantes, d'autres rôles modèles, finalement, vous contribuez à l'évolution des mentalités, des façons de voir le monde. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi que vous avez engagées pour accompagner cette évolution ? Alors, donc, il y a la somme de solutions. Il y a également, c'est pour ça que You Matter, le média, fait partie de KissKissBankBank Co. C'est aussi donner à voir, à comprendre avec des articles, des podcasts, des infographies, essayer de décrypter le monde sous cet angle. Et on s'était rendu compte qu'une somme de solutions telles que KissKiss, l'Endopolis, Goody, des microdons était nécessaire mais pas suffisante. Il fallait qu'il y ait un chapeau au-dessus qui est j'essaye de comprendre et de décrypter le monde dans lequel je vis et ses enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Et c'est You Matter qui nous aide à faire ça. Ensuite, ça, c'est les contenus écrits ou numériques. Et on a rajouté une nouvelle brique qui sont des conférences inspirantes à la maison du crowdfunding, à la maison des entreprises citoyennes. On essaye de mobiliser en B2B et en B2C tout à chacun. On les invite à justement évoquer des sujets d'inclusion dans l'emploi du handicap, de la charge mentale des papas et des mamans autour de la parentalité, mais également c'est quoi une entreprise à mission, comment on pousse les lignes. Une fois qu'avec la loi Pacte, on a calé notre raison d'être et on est devenu entreprise à mission, quelle est la nouvelle frontière, comme l'entreprise régénérative. Voilà, on fait un certain nombre de conférences et dans ces conférences, on mobilise des acteurs clés, individuels ou entreprises, qui font bouger les lignes et, pour justement aller plus loin. Donc c'est soit des conférences inspirantes, soit des conférences plus techniques sur la mesure d'impact, par exemple. C'est compliqué, la mesure d'impact. Différents cabinets le font. Il y a des nouvelles grilles et des standards qui sont en train de se mettre en place. Donc, comment on fait ça ? Comment on bouge les lignes et on fait le reporting. Les reporting, c'est chronophage. Donc, l'idée de ces conférences, c'est vraiment inspirer et donner les clés, boîte à outils. C'est bigrement intéressant, l'entreprise régénérative. Est-ce que vous voulez nous partager ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? Oui, alors l'entreprise régénérative, c'est la nouvelle frontière des entreprises dites responsables. Donc, il y a une vingtaine d'années maintenant, la nouvelle frontière, c'était le développement durable qui est devenu la RSE. Puis avec la loi Pacte, dans le statut de l'entreprise, la possibilité de poser son engagement. Donc, ce que j'ai dit précédemment, donc beaucoup d'entreprises ont posé leur raison d'être et cette raison d'être est inscrite dans les statuts. La possibilité pour l'entreprise d'être une entreprise à mission et donc être contrôlée en tant que telle sur la mission qui a été posée. C'est très important parce que ça permet à la fois de mobiliser son collectif, ses collaborateurs, et aussi expliciter le rôle de l'entreprise dans son écosystème et l'expliquer à ses parties prenantes, stakeholders. Puis la nouvelle frontière, c'est celle d'après. C'est une fois qu'on a fait tout ça, est-ce que dans nos objectifs souvent zéro carbone ou neutre en carbone, que la nouvelle frontière, ce ne serait pas de tout ce que l'on consomme d'une certaine façon pour créer l'activité de l'entreprise. On a le souci au-delà de le neutraliser, mais de régénérer. Donc, c'est ça le sens de l'entreprise régénérative. C'est que ce que je consomme, je le réinvestis ou je le régénère. Donc, par exemple, quand on consomme des ressources naturelles, on a le souci de régénérer la consommation de nos ressources naturelles.
C'est un peu plus philosophique et un peu plus théorique sur, la régénération humaine, mais c'est, également, avoir le souci de nos collaborateurs, du bien-être de nos collaborateurs. C'est vraiment, c'est toujours intéressant ces nouvelles frontières parce que, ça pose une aspiration et dans cette aspiration, bah, finalement, on va un peu plus loin et ça redonne encore, du sens et on évite, de se cantonner à les démarches, mécaniques de standardisation, de KPI, de reporting, mais on essaye toujours de se redonner, l'envie d'aller plus loin, for good. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois qu'on va faire une action ou une opération, qu'on va revoir un processus ou qu'on va choisir un fournisseur, etc., on va se dire à chaque fois, voilà, c'est quoi l'impact économique, c'est quoi l'impact écologique, c'est quoi l'impact sur la biodiversité, c'est quoi l'impact sur les humains et comment, s'il y a un impact, je contrecarre et puis comment, effectivement, je peux trouver une opportunité pour régénérer encore plus, en fait, non seulement pas avoir d'impact, mais en plus pas avoir d'impact négatif, mais ensuite avoir un impact positif, parce que souvent, en réfléchissant un petit peu aux manières de faire, en faisant parler les différentes personnes impliquées, impactées, ensemble, on trouve des manières de faire qui vont être beaucoup plus douces, qui vont prendre soin, en fait, de la vie. Hein. C'est ça, en fait, c'est tout ça qui est en jeu dans la régénération. Exactement, c'est aller au-delà de la réduction des impacts négatifs et de leur neutralisation pour s'engager dans la génération d'impacts positifs nets pour les écosystèmes et la société. C'est un peu ce qu'on fait dans la permaculture, en agriculture, voilà, ou dans la biodynamie, où on essaye de laisser place aux vivants au maximum et que finalement tout ce qu'on fait puisse servir à d'autres vivants, quoi. Exactement. Avec des cercles vertueux. C'est vraiment à la fois rassurant et puis porteur d'espoir que les entreprises aillent dans cette voie aujourd'hui, parce que le développement durable ou la croissance verte, c'était un peu un pis-aller. Dans le cadre de cette régénération, vous m'avez aussi parlé du marketing et de la communication qui pouvaient être régénératifs. C'est vraiment quelque chose dont j'ai envie que vous puissiez nous parler, parce qu'on a tellement l'idée que la pub a été faite pour augmenter la consommation, pour générer de la surconsommation. Donc comment est-ce qu'elle peut faire l'inverse et comment vous y contribuez? Donc ma conviction, une fois encore, hein, c'est qu'il faut bouger les lignes. Et bouger les lignes, c'est colossal, puisqu'en fait, notre façon de produire, de communiquer, de vendre aujourd'hui doivent vraiment bouger assez vite et de façon assez systémique. Et pour le faire, c'est cette période qu'on vit, qui est la transition, et il faut réinventer nos métiers d'aujourd'hui. Réinventer nos métiers d'aujourd'hui et donner à tout à chacun l'agilité de créer un métier nouveau demain. Donc il y a des nouveaux métiers de demain qui n'existent pas aujourd'hui et qui seront très utiles. Et il faut accompagner nos collaborateurs, l'écosystème vers ces métiers de demain. Donc sur les métiers d'aujourd'hui, comment on les transforme? Ça passe par la prise de conscience et ça passe par la formation. Donc il y a une méthodologie qui s'installe, qui est la fresque du climat sur la prise de conscience. La fresque du climat, c'est un atelier d'1 heure et demie, 2 heures, en fonction des formateurs, avec des cartes. Et ces cartes, on a le but du jeu, dans un groupe à 10-12, c'est de mettre les cartes dans le bon sens pour se rendre compte de la transformation du climat. Et au travers de cette fresque, pour ceux qui ne l'ont pas fait, je spoil, on les met dans le bon sens et on se rend compte qu'on est dans l'ère de l'anthropocène et que la transformation climatique, nous, humains, collaborateurs, citoyens, on a une part importante dans cette transformation par notre façon de vivre. Et donc c'est souvent la fresque du climat, un électrochoc, quoi, une prise de conscience de ce qu'on fait et de ce qu'on a fait. Et j'aime bien cette méthodologie un peu initiatique. Et du coup, sur ce format fresque, différentes autres fresques sont nées, la fresque de la biodiversité, donc là c'est plus thématique, mais au sein de KissKissBankBank & Co et au travers d'une de ses filiales, Youmatter, on a utilisé cette méthodologie Icebreaker pour prendre conscience de pans d'activité ou de métiers. Et donc c'est la fresque de la publicité qui a été créée par Youmatter et TF1 Publicité. Et en fait là, le thème de la fresque, c'est bien un métier. Comment aujourd'hui on fait notre publicité et quel est l'impact
sociale, sociétale et environnementale de la publicité. Donc, ça a été créé en septembre de l'année dernière. Il y a plus de 1000 personnes qui ont été formées à la prise de conscience de la publicité. Et là, cette année, on est en train de créer la fresque du marketing avec l'ADTM, qui est la plus grande association des directeurs marketing en France. Et donc, méthodologie toujours de la fresque pour aller plus loin. Donc, une fois qu'on a fait cette prise de conscience avec les fresques, et ben, l'idée, c'est de former des générations de pubas et de marketeurs et d'autres métiers, puisqu'on a plein d'autres idées, à changer structurellement son métier en se disant quel est mon impact social, sociétal, environnemental, comment je fais différemment. En matière de publicité, c'est hyper important de se dire que la publicité, son mojo jusqu'à maintenant, c'était de vendre plus et donc d'inspirer et de donner envie de consommer plus. Et le marketing, c'est également la même thématique. Et là, on se dit que c'est un outil assez puissant pour vendre peut-être mieux. Donc, vendre mieux, justement réinventer les imaginaires, parce que la publicité contribue à inventer des imaginaires. Et donc, utiliser la technique de la fresque pour convaincre les consommateurs de consommer mieux. Et consommer mieux, c'est pas forcément moins consommer, même si ça y contribue, mais c'est surtout avoir le souci de consommer mieux, d'être un consommateur, que chaque citoyen ait conscience de son acte de consommation. Donc ça, c'est pour la publicité. Donc, du coup, faire en sorte que les marques communiquent dans leur publicité, comment elles se transforment et comment leurs produits se transforment pour faire face aux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Et ça commence, il y a des publicités pour les voitures, maintenant évidemment beaucoup de voitures hybrides ou électriques, mais qui disent également dans la publicité, ce matin je vais pas prendre la voiture, je vais marcher. Donc du coup, il y a l'idée de mon produit, il est utile dans certains moments, mais ma voiture, je peux la laisser au garage tout en étant propriétaire de ma voiture. Ou le fait que les marques de voitures communiquent sur la location et donc du coup pas la possession mais la location de la voiture et donc du coup l'idée que cette voiture pourra être utilisée dans un cycle de vie par plusieurs locataires. Ça, c'est des exemples. Évidemment, sur la mode responsable, il y a beaucoup à dire puisque le secteur de la mode est un secteur très polluant. Voilà, ça, c'est des exemples dans la publicité. Et pour la fresque du marketing, ce qui est au cœur de notre problématique, c'est l'éco-conception. Comment on fait en sorte que les produits qui sortent à court, moyen terme, j'espère pas à long terme, donc vraiment il y a logique d'urgence, comment ces produits sortent en se disant qu'est-ce que je consomme de biens naturels? Est-ce que je le fais en économie de consommation? Est-ce que j'utilise des ressources qui ont déjà été utilisées? Donc la promotion de l'économie circulaire. Et donc, on fait en sorte que cette éco-conception, ce produit responsable by design, puisse sortir des chaînes de production, tout type de produits, des produits industriels comme des produits numériques. Sobriété numérique est aussi importante. Sur l'idée de cette fresque au départ. Et puis après, il y a différentes formations qu'on dispense au sein de YouMatter pour aller plus loin et pour faire bouger les lignes. C'est vrai que quand on craque les business models actuels pour aller vers la régénération, on revoit non seulement comment se fait la création de valeur, sa production, comment elle est distribuée, comment les personnes se l'approprient. On revoit les modèles de revenus, donc on peut effectivement passer à autre chose que l'achat de propriétaire et même autre chose que la location. On peut aussi faire payer sur d'autres unités de mesure. Et après avoir bien marketé tout ça, on peut en faire la publicité et le tout ensemble fait du sens. Ouais, bien sûr. Tout ce qui a pu être fait en quick win a été fait. On a créé un collectif avec l'ADTM qui s'appelle Responsable by ADTM, qui est un collectif de responsables marketing. Et on se rend compte, on en est au 2e ou au 3e baromètre, que tout ce qui a été facile à faire, quick win, ont été faits. Maintenant, il faut aller dans le dur. Et dans le dur, c'est avoir une approche systémique pour se dire
comment, dans l'écosystème, je fais différemment. Et il faut avoir cette vision holistique. Et la fresque permet d'avoir cette vision holistique. Est-ce que vous voyez, parce que je vois bien l'idée qu'effectivement, on commence toujours, quelles que soient les transformations, par des quick wins, parce que ça permet déjà de faire tout ce qui est possible de faire facilement, puis qu'en plus, ça donne de l'énergie pour poursuivre, hein, parce qu'on voit que ça a de l'impact. Alors, qu'est-ce que vous observez aujourd'hui? Est-ce qu'en fait, ces quick wins ayant été réalisés, ils ont donné suffisamment d'énergie pour aller dans le dur, ou est-ce qu'il y a des endroits où ça bloque parce qu'on se dit il va falloir mobiliser tellement autre chose que là on peine un peu? Les lignes bougent, hein, par exemple dans la communauté des entreprises à mission, hein, il y en a plus de 1000 aujourd'hui. Il y a des entreprises qui se sont créées en étant entreprises à mission. Donc là, d'une certaine façon, c'est plus facile, mais ils vont plus loin tout de suite. C'est qu'ils se créent avec cette problématique-là et donc du coup, ils n'ont pas à se réinventer. Ils partent déjà sur de nouvelles et de bonnes bases. Le plus dur, c'est à réinventer à l'intérieur. Et ce que nous dit le baromètre qu'on pilote avec l'ADTEM, c'est que les principaux freins sont le savoir et la formation. Et donc, du coup, là, on est dans le dur avec nos solutions avec YouMatter. Et les moyens, donc connaître et avoir des ressources humaines qui savent faire différemment. Et le troisième sujet très important, c'est le modèle économique. Parce que faire mieux, aujourd'hui, ça coûte plus cher. Et donc, du coup, le retour sur investissement ou le produit vendu va coûter plus cher. Et est-ce que la société acceptera d'acheter plus cher? Et donc, du coup, si l'entreprise décide de ne pas faire augmenter ses prix, alors elle réduit ses marges. Et là, c'est un sujet, toute la chaîne de valeur du modèle économique. Moi, ma conviction, c'est la courbe en U. Il faut absolument, de toute façon, changer, se donner un timing pour changer, pour repartir. Pour repartir dans une courbe peut-être moins exponentielle et encore, il y a beaucoup de marques, hein, qui, ont déjà bougé et qui sont maintenant, venues extrêmement, mainstream, hein. Mais en tout cas, il faut que les dirigeants acceptent que, sur le modèle économique, on ait, moins de marge ou que ça soit considéré comme de l'investissement. Investissement, recherche et développement pour ensuite changer complètement la ligne. Mais c'est difficile, hein, c'est difficile. Il faut des dirigeants courageux, il faut des actionnaires qui acceptent tout ça, alors que quand on est dans une phase de crise, c'est difficile de prendre ces décisions à moyen long terme, hein. C'est vrai que c'est une période chaotique, pousse la plupart des entreprises à rester sur le court terme, à contrôler ce qui est contrôlable, alors que peut-être il faudrait prendre une décision différente, revoir tout, donner la possibilité d'avoir de la pérennité et puis de l'avance aussi. Et ça me semble aussi important vraiment de relever ce que vous mentionnez, à savoir que quand on a le savoir, quand on a la formation, quand on sait quel est le bon business model, celui qu'on peut tester, qui risque de bien fonctionner pour les années à venir et qui va répondre à toutes les aspirations, on peut changer. On sort de l'impuissance, on a les moyens, on peut changer. Et les individus, les entreprises sont particulièrement bien outillés et câblés pour changer. La transformation est sans doute plus simple que celle des gouvernements. La réglementation permet d'avancer, hein. Par exemple, la fin du plastique, des sacs plastiques, ça a été rendu possible parce que il y a eu une loi en la matière et on a su changer les pratiques. Et quand on fait les courses, on voit que les citoyens utilisent les tote bags ou les sacs réutilisables et le plastique a complètement disparu. Je pense que si on l'avait demandé aux entreprises, on aurait mis plus du temps. Après, les entreprises, une fois encore, hein, ça demande une base financière assez large pour pouvoir se donner le temps de se réinventer. Mais de toute façon, ce qui est essentiel, c'est vraiment la prise de conscience. Il y a pas mal d'enseignes de mode grand public qui ferment en ce moment, hein. Et elles ferment parce qu'il y a moins de consommateurs, hein, qui achètent ces marques mass market.
Et pourquoi elles achètent moins? Elles achètent moins parce que, elles ont moins de sous. Ça, c'est la crise, économique, l'inflation, la guerre et puis, elles achètent moins parce que, les jeunes, réutilisent, enfin, ont compris que la mode était une activité polluante et que du coup, il fallait, acheter moins de pièces parce que, la fast fashion est problématique, hein. On voit les tombereaux de containers qui arrivent en Afrique. Il y en a même trop qui finissent par polluer les océans parce que il y a plusieurs collections différentes dans l'année et il n'y a plus de budget pour acheter autant. Donc ça, c'est une industrie qui va devoir se réinventer et là, elle est quasi au pied du mur. Alors maintenant, si vous voulez, on va parler un petit peu de vous, de votre vision du monde. Vous êtes née d'une famille multiculturelle. Je crois avoir compris que ça avait beaucoup apporté à votre regard et à votre vie, et puis aussi aux engagements que vous avez pris. Est-ce que vous voulez nous en parler maintenant? Oui, volontiers. J'ai effectivement issu d'un mariage mixte avec un papa tunisien et une maman française. J'ai toujours vécu en France, mais j'ai l'arabité au fond du cœur. Et c'est une vraie richesse parce que c'est 2 cultures très, très ancrées au plus profond de mon identité et souvent nous pose la question quand on est issu d'une double culture, si on est plus l'un que l'autre. En fait, non, on est à 100% les deux, où on est nous, en fait, on a créé une nouvelle identité qui est issue de la richesse des 2 cultures et donc du coup, souvent, je me décris comme un pont, je suis plutôt un pont, voilà. Je suis au milieu du pont et je veux garder cette idée de pont parce que c'est avoir plusieurs points de vue est toujours beaucoup plus enrichissant parce que ça évite d'être dogmatique. La culture orientale. Il y a beaucoup de philosophie dans la culture orientale. Il y a plus de pragmatisme et de rationalité dans la culture occidentale. Et donc du coup, ça permet d'être plus souple, quoi, un peu comme un roseau. Ça tangue, ça plie, mais ça casse pas parce que justement, la résistance est issue de cette double culture. Et puis on voit qu'une vérité à un endroit et pas du tout une vérité ailleurs. Donc ça nous donne des champs d'action aussi. Oui. Alors sur le sujet de la vérité, c'est intéressant que vous utilisiez ce mot puisque je sais plus si c'est à Stanford, en tout cas dans une grande université américaine, ils ont décidé de mettre le mot vérité au pluriel. Donc ça, c'est déjà un grand pas pour l'humanité. Il n'existe pas une vérité, mais il existe plusieurs vérités. Ça, c'est énorme parce qu'effectivement, différents points de vue sur le monde. Je ne parle pas de la vérité scientifique, mais sur la notion des savoirs et des vérités, avoir cette capacité de se remettre en question et remettre en question une vérité, notamment sur les sujets de moralité, d'histoire et compagnie, c'est important. Ouais. Vous avez parlé d'être un pont entre les cultures et avec KissKissBankBank, vous faites aussi un pont au-dessus de la Méditerranée. Exactement, puisque KissKissBankBank, c'est des solutions extra-bancaires, mais au cœur des solutions de KissKissBankBank & Co, c'est des solutions de financement et finalement, c'est des financements complémentaires, alternatifs à des activités bancaires classiques. Et j'aime bien utiliser ce mot, c'est au travers de nos solutions, on donne crédit à des initiatives et finalement on est en phase d'amorçage, quoi. On complète une chaîne de valeur qui jusqu'à maintenant n'existait pas et on rend possible des projets qui ensuite rentreront dans le système classique mainstream de financement bancaire. Donc, on est en avance de phase, on donne crédit et en donnant crédit, c'est-à-dire en crédibilisant par la foule, le crowd, c'est notre mojo, un crowd for good, on donne crédit par les individus et donc tout à chacun peut soutenir pour ensuite
faire en sorte que les modes de financement et d'investissement plus importants, plus systémiques, puissent rentrer et dans la course, hein, et jouer leur rôle. Et sans nous, les porteurs de projets ont plus de difficultés. Et donc, il y a des projets qui ne naissaient pas avant parce que on n'existait pas sur cette chaîne de valeur. Et puis, il y a aussi le donner confiance, hein, dans donner crédit, il y a aussi ça. On me fait confiance et j'ai une idée et je peux la mener à bien parce que j'ai réussi à réunir un écosystème pour le faire. Et là, vous êtes présent en Tunisie, au Maroc et bientôt en Algérie, c'est ça? Alors, pas tout à fait. En fait, on utilise notre savoir-faire pour accompagner des pays comme la Tunisie, le Maroc ou l'Algérie à mettre en place le crowdfunding sur ces territoires. Donc, il y a 2 lois, en 2020, en Tunisie, au Maroc et aussi en Algérie, il y a des lois crowdfunding qui ont été publiées et maintenant il faut le mettre en place et donc du coup, on vient nous consulter, en tant que pionnier du crowdfunding, en France pour le mettre en place. Donc, les autorités de régulation, nous sollicitent pour les accompagner et c'est évidemment avec plaisir au regard de mon identité que je l'ai fait d'abord en Tunisie, au Maroc également cette année et j'espère bientôt en Algérie. En Tunisie, c'est grâce à l'Union européenne, un programme financé par l'Union européenne qui s'appelle Innovi et qui aide donc du coup la Tunisie à mettre en place les différentes solutions de crowdfunding, hein. Crowdfunding, dons et libéralité, crowdlending et crowd-equity. Et donc c'est avec plaisir que les autorités nous accueillent pour s'enrichir de nos best practices. Et moi, j'encourage à faire en sorte que le crowdfunding soit un crowdfunding tunisien, donc s'enrichir de nos réussites et de nos faiblesses aussi pour aller un peu plus loin. Donc, quand il y aura des sociétés, ça ne sera pas le nom de KissKissBankBank, ça sera un autre, mais en tout cas, ça sera inspiré d'eux. Exactement, ça sera vraiment des plateformes tunisiennes, hein. C'est pas des joint ventures, hein. Nous, on est là plutôt en ingénierie et en conseil. Pour continuer à accompagner ces projets dans la durée, il faut bien sûr des éléments positifs qui donnent de l'énergie et puis aussi des sources d'inspiration. Qu'est-ce qui vous inspire dans votre vie? J'ai compris que vous puisiez beaucoup dans la littérature. Ah oui, moi j'ai fait des études littéraires et effectivement, les livres sont très présents pour me régénérer, me donner de nouvelles idées, me permettre de comprendre des concepts, des relations humaines, créer de la résilience. Je travaille beaucoup sur la sidération en ce moment. Donc, je suis pleine de ressources et de rebonds, mais quand je suis sidérée, j'y arrive pas. Donc du coup, j'essaye de travailler sur ce concept de la sidération. Je pense que l'empathie, la bienveillance, c'est aussi très importante. Les quêtes de bonheur, j'aime beaucoup Spinoza et sa notion de béatitude. Donc oui, je me nourris d'auteurs, de philosophes. C'est vraiment ma richesse intérieure. D'autres peuvent avoir recours à d'autres leviers, hein. Moi, c'est vraiment les livres et les auteurs. Ouais. Et vous aviez parlé notamment de Camus, de l'étranger. Bien sûr, Camus. Camus, parce que pragmatique, parce que utopiste, réaliste, engagé sur le terrain. Des phrases et des lignes qui résonnent comme vraiment l'envie de se mouvoir, quoi. Vraiment, à la fois la lucidité et l'engagement et la résilience. C'est vrai que c'est à partir de la lucidité qu'on peut s'engager et puis effectivement forger la résilience. Il y a pas mal d'études, je pense que vous devez connaître aussi, qui explicitent bien que si on n'est pas lucide, en fait, on ne peut pas être résilient. C'est la première étape, ouais. Il y a des citations aussi que vous avez auprès de vous, un peu, qui vous accompagnent au quotidien? Oui, elles convergent, hein, mais c'est vraiment l'idée que les générations peuvent agir. On a souvent, quand les problèmes de ce monde sont tellement énormes qu'on se dit qu'en fait, notre part de colibri ne sert à rien. Et en fait, c'est bien la somme d'individus qui
qui se met en mouvement, qui permet de faire bouger les lignes. Donc, j'ai une citation que j'aime bien de Stefan Zweig qui est toutes les fois qu'une génération ferme et résolue se met au travail, l'univers se transforme. Et dans la même idée, Roland Castro, qui est architecte, qui est assez visionnaire pour casser les codes, briser les stéréotypes, il y a une citation que je cultive à chaque fois et que j'utilise, c'est « Chacun dans son métier doit construire le changement ». Vous voyez, par rapport à la publicité, au marketing, en fait, ça crée de la responsabilité et du mouvement à notre hauteur, à la fois individuelle en tant que citoyen et professionnel dans la fonction qu'on exerce. Merci pour tout ça, Mouna. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter avant qu'on conclue? Un grand merci, Gaëlle. Grand merci à vous, Mouna. Un grand merci de créer ce moment d'échange. Finalement, le sujet des rôles modèles, vous y contribuez au travers de ce podcast, avec des échanges très, très nourris, très concrets. J'espère que ça pourra inspirer, accompagner le plus grand nombre. J'espère aussi, et puis je vous souhaite plein de succès dans vos activités avec KissKissBankBank. Merci, Mouna. Merci. Pour en savoir plus, contactez Mouna Aoun ou KissKissBankBank. Vous trouverez toutes les informations dans la description de cet épisode, comme d'habitude. Ce podcast n'est pas seulement le mien, qui est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt!